Et il a prédit les éclipses solaires en simulant la totalité du système solaire. Cursor, qui utilise encore Cursor? Le truc qui m'inquiète le plus, en fait là il y a une dimension politique. C'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est Rust. On va parler de Claude Fable. Ils annoncent Claude Mythos. C'était juste avant de faire une énorme levée de fonds pour dire ouais, on a le modèle qui est juste incroyable, c'est la fin des développeurs. Ça, c'est à chaque fois, genre 1 mois, 2 mois avant une levée de fonds. On a un Claude Fable qui a dépassé tous les autres sur les benchmarks. Et je trouve qu'il est moins verbeux que Opus. Il est un peu plus concis dans sa recherche et il est plus sniper, quoi. Il va plus strike. Et ils ont battu Pokémon Fire Red. Ils se sont vraiment entraînés là-dessus. Vous imaginez toutes ces eaux consommées, tous ces tokens pour finir Pokémon. On s'en fout. Ah, par contre, il a simulé le système solaire. Ah, mais voilà. Là, on a un argument marketing. Et il a prédit les éclipses solaires en simulant la totalité du système solaire, en se basant uniquement sur les données. C'est stylé. Cursor, qui utilise encore Cursor? Ils sont dans la course, Cursor. Ils se sont lancés dans le coding agent. Le gros avantage, pourquoi ils l'utilisent, et ce qu'ils aiment bien, la boîte dans laquelle j'étais, avec Cursor et qu'ils ne trouvent pas chez Claude, c'est qu'on peut lui demander de faire une sorte de boucle. Tu peux le lancer et lui dire, bah voilà, fais-moi un rapport sur l'état de telle et telle machine et tel truc, et fais-moi une rapide analyse toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, il y a le machin qui vient leur dire tout va bien, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Il y a la commande /loop de Claude Code qui fait ça. Pour l'entrée en bourse de SpaceX, xAI qui a signé un nouveau contrat de location de data center, donc ils louent déjà leur data center, leurs énormes trucs Colossus à Claude, à Anthropic. Et là en plus ils viennent de signer un autre contrat à quasiment 1 milliard par an, par mois 920 millions d'euros par mois pendant 32 mois pour louer la puissance de calcul de Colossus. Google a investi 100 millions de dollars dans SpaceX. Donc ils ont 7,5% du capital. Donc les enfoirés, donc ils ont signé un contrat qu'ils n'ont absolument pas besoin sûrement pour augmenter la valorisation, pour vendre les actions aux premiers entrants en bourse et pour faire une plus-value de malade. Je viens de lire aussi que ça a été refusé hier par le S&P 500 parce que la technologie c'est 34% de l'indice, finance 13%. Et s'ils font rentrer un mastodonte comme ça dans le Standard & Poor's, ça sera complètement déséquilibré. La tech va passer à genre 50 ou 70%. Et de toute façon, ils sont déjà exposés parce que dans le Standard & Poor's, t'as Alphabet, et Alphabet est exposé à 7,5% à SpaceX. Donc en fait, si t'achètes du Standard & Poor's, techniquement, t'es un petit peu exposé à SpaceX. L'idée de l'ontologie en IA, c'est d'avoir une représentation structurée des connaissances du domaine. En fait, il y a les relations à déterminer. C'est ça, l'ontologie. C'est pas que de la logique, parce que le besoin, c'est pas aussi de la logique, c'est aussi de l'émotion. C'est aussi besoin d'une histoire, c'est aussi de la relation, et tout ce qui fait d'un humain ce qu'il est, quoi. Il y a ce problème-là qui est en train d'être plus ou moins d'être résolu. Il y a peut-être Yann Lequin qui va nous sortir sa pépite. Il appelle ça les world models. L'idée, c'est qu'ils comprennent le monde. Il voudrait arrêter de faire tourner des modèles sur de la connaissance textuelle, mais les faire tourner sur essayer de comprendre le monde, c'est-à-dire essayer d'analyser des images, comprendre comment les humains réagissent. Et après, il soulève un deuxième problème qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Pendant le pré-training, les personnes qui ont la capacité de choisir les données de pré-training des modèles qui vont être utilisés par la plupart des gens peuvent influencer les choix de la plupart des gens. Si tu entraînes ton modèle uniquement sur des bonnes news à propos de certains hommes politiques, tu pourrais avoir un modèle qui dirait que du bien de certains hommes politiques. Moi, c'est le truc qui m'inquiète le plus, c'est de me dire qu'en fait, là, il y a une dimension politique qui peut changer la vie de tout le monde si jamais tu traînes les données de ton modèle dans un point de vue malveillant. J'ai fait un short, alors pas fabriqué, j'ai pas cousu un short. Il y avait JB Kempf, on a fait un Tech & Curious
Est-ce que plus tard on aura un seul gros modèle ou plein de petits très 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 spécifiques? Eh ben, il avait répondu, je pense qu'on aura plein de modèles très très spécifiques. Pour découvrir un cancer, des pathologies extrêmement rares, on va voir un expert très très poussé. Le gars est entraîné dessus. Il est expert de ce truc-là. Demain, je vois bien en fait une panoplie de modèles hyper techniques sur plein de sujets de la vie, tu vois. Tu avais vu la conf du gars qui avait fine-tuné Gemma 4 pour détecter les mélanones? Non, je ne l'ai pas vu. Si tu l'as, je suis chaud. Et j'ai vu ça, c'est incroyable. Le mec qui a fait un vaccin pour son chien qui était tombé malade. Et il avait vu plusieurs vétos. Et les vétos lui avaient dit en fait, c'est mort. Et il a développé un vaccin. Et ça en est sorti avec l'IA. Ça fait quand même des choses incroyables. On a Wasmer qui a passé son back-end de Django en Rust. On en avait déjà parlé une fois, mais je trouvais ça fou. Les datas, c'est impressionnant. Le back-end en Django consommait 220 CPU. Ils l'ont développé en Rust, ils ont fait moins 89%. Ils sont passés de 220 à 24. Il y a un rapport de 10 quasi. C'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est Rust, bien sûr. C'est vrai. La RAM, 800 Go contre 64. La BDD est beaucoup plus tranquille et moins sollicitée. Startup time, plus de 60 secondes pour démarrer, 1 seconde. Waouh, ouais, sympa. La latence API, 120 millisecondes, 30 millisecondes. On veut de la latence réduite. Lower is better. On adore quand ça va vite. Il y a un truc que je trouvais cool dans l'article. Ils ont dit, en fait, pour réduire le bus factor, le bus factor, c'est le fait que si jamais il y en a un qui se prend un bus, la boîte, elle est bloquée parce qu'il y en a un qui s'est pris un bus. Et là, l'idée, c'est de se dire, en fait, si on a déjà des experts en Rust, on a déjà la moitié du truc qui est en Rust parce que tout le WASM est en Rust. Et du coup, on va faire passer le backend en Rust. C'est logique, comme ça, un langage pour les gouverner tous, et dans les ténèbres les lier. Ils ont utilisé des IA pour automatiser. C'est une des utilités de l'IA qui va être incroyable, c'est de repasser sur des vieilles bases de code, un peu toutes pourries. Je dis pas qu'il faut recoder tout en Rust, c'est absolument pas du tout ce que je dis. Vraiment, ce que j'aime dans Rust, c'est la performance. Moi, j'aime la performance en fait. J'aime bien avoir un compilateur, je trouve que c'est rassurant. L'avantage que j'ai de recoder mon truc en Rust, c'est que j'ai juste demandé à Claude de savoir s'il arrive à compiler. Je dis boucle jusqu'à que tu arrives à compiler. Je suis sûr à 100% que ça marche. En tout cas, je sais que ça va pas cracher. Peter Schiff, ouais, c'est un économiste connu pour détester le Bitcoin. Si vous aviez placé $100 chaque fois que quelqu'un disait que le Bitcoin était mort, vous auriez aujourd'hui 65 millions de dollars. Autant on peut se poser des questions. Si Bitcoin va descendre ou pas, ça j'en sais rien, je m'en fiche. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est toute la techno derrière, est-ce qu'elle permet de faire. Le monde bancaire se fait des sous de dingue sur le transfert de la valeur. Et là, on a quelque chose pour quelques centimes qui transfère de la valeur sans rien. Et je trouve ça assez impressionnant. Et ce que j'aime surtout, à la rigueur, c'est pas tant le paiement, etc. Parce que ça, pourquoi pas, mais ok. Ce que j'aime surtout, c'est toute la partie smart contract. Et aujourd'hui, les smart contracts, c'est ultra impressionnant, tout ce que ça permet de faire, je trouve. Et on arrive à voir des choses qui sont hyper utiles, quoi. J'ai trouvé un smart contract très 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 simple, juste pour comprendre comment ça fonctionne. On va regarder le wrapper ETH. Ça crée un wrapper sur un Ether. Donc en fait, vous échangez un Ether contre un WETH. Et en fait, ça se fait en quelques lignes de code. Le contrat, il est là. Ça vous permet de wrapper un Ether. Et donc vous envoyez un Ether ici. Vous avez un truc qui va vérifier que vous avez bien envoyé l'Ether à la bonne adresse. Et ça va renvoyer un WETH à la même adresse. Et donc du coup, vous avez une balance qui est faite pour détenir des Ethers sur une adresse, sur un smart contract spécifique. Et c'est toujours adossé à 1 pour 1. Et donc vous avez une pool qui est incassable. C'est fou, mais il y a 60 lignes de code. Dessus, il y a combien de dollars ? Il y a 4 milliards d'euros de capitalisation sur ce smart contract. Il y a 60 lignes de code qui détiennent 4 milliards d'euros. Donc le this.balance, là, c'est la total supply qui est disponible sur ce smart contract. Il y a en tout 2 millions d'ETH dessus. Il y a 4 milliards qui sont posés là-dessus. Personne l'a explosé ce machin. Ils ont tenté de le hacker parce que les mecs, il y a 4 milliards derrière. Ça n'a jamais craqué. J'espère que votre Claude Code a bien runné pendant que je vous parlais.